Nous allons parler donc des insectes qui suscitent beaucoup de fantasmes, hein, beaucoup d'emballements médiatiques. On va essayer d'y voir un peu plus clair parce que, encore une fois, ce qui nous manque là sur tous ces sujets aujourd'hui, puisqu'il y en est beaucoup question, je pense que notre principale difficulté, est d'essayer de savoir déjà ce que ça représente vraiment aujourd'hui et ensuite quelles sont les perspectives offertes par ces innovations qui commencent à être mises sur le marché, même si en l'occurrence elles sont mises sur le marché de manière un petit peu illégale, hein. On en parlait tout à l'heure avec Jean-Michel Chardini. Donc Jean-Michel Chardini, qui est directeur de recherche à l'INRA, qui est chargé de partenariat et d'innovation protéines pour l'alimentation humaine et animale, parce qu'on va aussi parler de l'alimentation animale, auteur donc de nombreuses publications scientifiques et qui va nous livrer un peu son regard sur la consommation d'insectes. Oui, merci. Bonjour à tous. Alors, effectivement, les insectes, ça mériterait peut-être un colloque à part entière. Donc, dans les quelques minutes qui me sont imparties, je vais surtout vous illustrer un petit peu la situation et effectivement essayer de répondre à la question telle qu'elle a été formulée. Alors les insectes, ça commence en fait parce que la FAO, qui est la partie agriculture et alimentation de l'ONU, a recommandé déjà il y a quelque temps la consommation d'insectes sur la planète. Et on pourra en discuter, mais effectivement la vision planétaire pour nourrir tout le monde et apporter notamment des protéines à tout le monde sur la planète ne se pose pas dans les mêmes termes que la consommation de protéines en France ou en Europe. Alors, déjà, juste un point important, c'est que quand on parle d'insectes, c'est un monde, et c'est comme si on disait les végétaux et qu'on mette un épi de blé et un baobab dans le même panier, ou si on mettait un poisson rouge et un silure dans la même classification. Les insectes, c'est au moins 600 000 à 800 000 espèces connues. J'ai bien mis au moins, parce qu'on parle, et sur le graphique qui est peut-être un peu petit en bas à droite, les espèces d'insectes sont proposées autour de 1 million. Alors vous voyez que la partie jaune du graphique, donc, ce sont les insectes dans le monde animal. Vous voyez qu'ils sont beaucoup plus nombreux que nous qui faisons partie des vertébrés. C'est le petit triangle orange, la petite part de camembert orange. Bon, vous avez les autres espèces. Les insectes étaient là avant nous, ils seront peut-être là après nous également. Et donc c'est les insectes qui sont de loin les espèces les plus nombreuses sur la planète dans le monde animal. Ah, il n'empêche que dans on va dire ce million, il y en a quand même plus de 2000 qui sont consommés à travers le monde. Mais vous n'allez pas en trouver 2000 dans vos assiettes demain matin. Alors les principaux candidats, il y en a quelques-uns. Il y en a une dizaine qui sont listés ici. Vous voyez des grillons, des criquets, vers de farine, etc. Je pense que Guillaume en parlera plus précisément dans l'exposé suivant. Alors ceux-là, je les ai pris pas complètement par hasard, puisqu'ils sont actuellement autorisés, ou plutôt tolérés, chez nos voisins belges. On pourra en discuter aussi du pourquoi. Mais ils ne sont pas autorisés en France et dans d'autres pays européens. Et puis il y a également la mouche soldat noir qui est particulièrement intéressante, alors qui n'est pas dans la liste belge, mais qui a une particularité d'être particulièrement riche en protéines et qui est, si j'ai bien compris, relativement facile à produire, donc qui peut aussi être un candidat. Alors ensuite, les insectes, quand on parle de ça à quelqu'un dans la rue, il imagine tout de suite une certaine émission de télé-réalité avec un grillon entre les dents des candidats et les pattes qui bougent encore. La consommation d'insectes, c'est pas forcément ça. Ça peut être effectivement des insectes entiers, mais ça peut être aussi des larves, des vers, etc. Ou alors des farines. Et bon, là, j'ai repris une partie de site internet d'une société qui en produit. Et vous voyez qu'on parle de farine d'insectes pour l'alimentation humaine et animale. Donc il ne s'agit pas forcément de croquer dans un hanneton, mais plutôt d'avoir une farine d'insectes qui permet justement des innovations telles que celles qu'Éric a présentées tout à l'heure. Alors pour revenir à la Belgique, donc c'est une tolérance, hein, encore une fois, ce n'est pas une autorisation absolue, c'est une interprétation du règlement européen qui ne vaut que pour des insectes entiers, donc pas de farine, en tout cas pour l'instant, fabriqués dans l'Union européenne.
Donc, et sont exclus de ça les insectes qui ne sont pas dans la liste positive, les ingrédients à partir d'insectes, puisque justement on parle d'insectes entiers, donc les isolats de protéines, les farines telles qu'elles sont illustrées sur le haut de la diapositive ne sont pas concernés par cette tolérance, et puis les insectes importés. Alors en France, aujourd'hui, consommer des insectes, ou en tout cas en vendre, ou en faire déguster même dans les salons branchés, c'est interdit, puisque les insectes sont soumis au règlement qui s'appelle Novel Food, pour nouveaux aliments, et c'est normalement l'autorité européenne de sécurité des aliments, ou EFSA, qui doit donner l'autorisation pour consommer ces produits-là. Aujourd'hui, à ma connaissance, aucune autorisation n'a été donnée pour l'alimentation humaine, en tout cas. Donc, je vous ai dit, il y a 10 espèces tolérées en Belgique, mais il y a plein de questions qui se posent pour avoir une autorisation. Et ça, je pense que Guillaume pourra en parler mieux que moi. Mais les questions qui se posent, notamment, c'est avec quoi on nourrit ces animaux, puisqu'ils rentrent dans la catégorie des animaux d'élevage, avec une liste positive d'aliments autorisés. Comment on gère les aspects sanitaires des élevages, et puis après, évidemment, se pose la question du comportement du consommateur, de l'acceptabilité, etc. Il n'empêche que c'est sans doute une opportunité pour l'alimentation animale, et c'est pour ça que depuis le 1er juillet dernier, les farines d'insectes sont autorisées pour la production en aquaculture, et on peut penser que les poules pondeuses qui sont illustrées ici auront un jour prochain sans doute, une autorisation pour ce type de produit. Donc vous en consommez peut-être déjà ou vous en consommerez de manière indirecte, puisque au moins dans les poissons d'élevage, les farines d'insectes sont autorisées. Je vais passer rapidement là-dessus, mais je reviens sur le fait que la FAO a encouragé la consommation d'insectes. Pourquoi ? Pour répondre à des besoins de sécurité alimentaire, donc de couverture des besoins à l'échelle de la planète, et puis avec des éléments également très favorables en termes environnementaux, notamment en termes de taux de conversion et d'efficacité de conversion entre les aliments qui sont fournis aux animaux en général, et en termes de production et de rendement, puisque les insectes ont une très bonne capacité de transfert de protéines entre leur alimentation et le produit consommable. Alors on peut discuter des chiffres, mais en tout cas c'est entre 3 et 5 fois au moins plus efficace que la plupart des animaux d'élevage vertébrés. Alors dans les questions qui se posent, évidemment, c'est la sécurité liée à la consommation. Alors évidemment, pas de données françaises pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, puisque à partir du moment où il s'agit de produits interdits, on ne peut pas trop faire d'études. Mais nos amis belges ont publié un certain nombre de choses sur ces aspects-là. Et leur conclusion, c'est que pour autant que les règles un peu classiques de production d'animaux soient respectées, avec étiquetage, sécurité chimique, microbiologique, etc., il n'y a aucune raison que la consommation de ces insectes pose un problème. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a d'autres pays aussi qui ont autorisé les insectes, mais dès lundi, c'était il y a quasiment un mois, mais pour ça, il faut traverser la frontière, puisque c'est la Suisse qui a autorisé très récemment la consommation d'insectes, cette fois sous forme de produits transformés, puisqu'il s'agit de burgers et de boulettes. Donc vous pouvez retrouver ça dans les magasins Coop chez nos amis helvétiques. Alors, pendant ce temps-là, il y a d'autres pays qui sont beaucoup plus habitués à la consommation d'insectes. Je vous ai mis ici la consommation en Chine. Il y a un peu plus de 300 espèces consommées régulièrement en Chine. Vous voyez, avec principalement des papillons. Alors, évidemment, il s'agit de nymphes essentiellement, de hannetons, d'abeilles, de criquets, etc. Donc, il y a plus de 300 espèces consommées couramment en Chine. Vous avez le même type de cliché en Asie du Sud-Est en général, au Vietnam, en Thaïlande, etc. Vous trouvez des insectes sur les marchés, souvent des insectes entiers d'ailleurs, plus ou moins grillés. Alors l'intérêt de ces insectes, c'est essentiellement la capacité de développer des sources de protéines alternatives ou complémentaires. Vous avez ici les teneurs en protéines de quelques insectes pris comme exemple.
par rapport à la viande de bœuf et la viande de poulet, vous voyez que ramené à 100 grammes, on a à peu près le même type de quantité de protéines, même avec plus de 35% pour la chenille du mopane. Tout à l'heure, j'ai parlé de la mouche soldat également, qui était relativement riche en protéines. Vous voyez aussi que ça peut être une source de lipides non négligeable et que ces lipides dépendent essentiellement des matières premières qui sont données dans l'élevage. Donc peut-être que demain, on aura des insectes bleu-blanc-cœur s'ils sont labellisés avec beaucoup d'oméga 3. Alors, je suis désolé, la figure n'est pas très claire, mais je vais vous dire pourquoi je l'ai mise là. C'est que vous savez que les protéines sont constituées d'un assemblage d'acides aminés. Merci pour le drapeau qui me dit que j'ai plus que 3 minutes, mais ça devrait aller. Les protéines sont constituées d'un assemblage d'acides aminés, et parmi ces acides aminés, certains doivent être apportés par l'alimentation, puisqu'ils sont indispensables, on n'est pas capable de les fabriquer. Et sur cette figure, on voit que la quantité de ces différents acides aminés indispensables est la plupart du temps supérieure aux besoins en ramenés en milligrammes par gramme de protéines. Donc on peut penser que la couverture des besoins en acides aminés essentiels par les différentes espèces d'insectes peut être satisfaisante, pour autant qu'ils soient bien digérés. Et c'est là qu'on a un manque de données tout à fait important, puisqu'on a peu ou pas de données sur la biodisponibilité de ces protéines d'insectes. Vous avez ici un indice de biodisponibilité qui s'appelle le DIAS. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais vous voyez, globalement, quand on est au-dessus de 100, on a une très bonne biodisponibilité. Quand on est en dessous, c'est un petit peu moins bon. Alors vous avez les protéines animales qui sont classiquement considérées comme de bonne qualité parce que couvrant les besoins en acides aminés indispensables. Alors je suis désolé, il y a un décalage sur la lysine et les acides aminés soufrés qui devraient être un peu plus à droite et en dessous des barres vertes. Vous voyez que le blé et le pois sont un petit peu en dessous de 100, et c'est pour ça que souvent, pour avoir une bonne couverture avec les protéines végétales, il faut faire des associations de type céréales et légumineuses. Vous voyez par contre que le soja arrive juste à la barre pour avoir une biodisponibilité satisfaisante. Pour les insectes, ça reste une question. On n'a pas de données pour l'instant disponibles. Sur la sécurité, je ne vais pas insister là-dessus, mais on a également des données qui sont par contre plutôt satisfaisantes en termes de contaminants. La vraie question au niveau de la sécurité, c'est le risque allergique lié à cette consommation de nouvelles protéines. Et il est clairement dit d'ailleurs chez nos voisins belges, et il est probable que le risque allergique peut être important, en particulier chez les gens qui sont allergiques aux crustacés, puisqu'il faut bien penser que les insectes et les crustacés sont de lointains cousins et qu'il y a probablement un risque d'allergie croisée. Donc ça, c'est quelque chose qui est documenté. Et juste pour terminer, les insectes, ça fait le buzz. Vous voyez quand même que suite à un colloque chez nos collègues de Wageningen il y a quelques années, il y a eu plus de 7 millions de téléchargements d'un document sur le sujet, 10 millions de tweets. Donc si ça vous intéresse, il est disponible en ligne. Et puis si vous voulez en savoir plus et reprendre un verre en fin de journée, je vous conseille deux ouvrages. Alors le premier, parce que je l'ai coécrit, ça s'appelle « Des insectes au menu ». C'est publié chez Quae. Vous verrez, c'est très agréable à lire, parce que c'est Vincent Albouy, qui est entomologiste, qui a écrit la plupart du livre. Et puis si vous voulez les cuisiner vous-même, un ami belge a écrit « 6 pâtes et 6 délicieux ». Et là, vous pourrez trouver des recettes pour vous faire la main à la consommation d'insectes. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup pour ce bel aperçu des avantages et éventuellement aussi des limites possibles des insectes. Et maintenant, je vais passer la parole à Guillaume Daoulas, qui est ingénieur agronome et chef de produit chez Insect. Insect, ça fait partie aussi des pépites qu'on aurait pu citer tout à l'heure françaises, parce que c'est quand même une des plus grosses startups. Pas une licorne encore. Mais c'est une des plus grosses startups. Est-ce qu'on dit encore startup d'ailleurs, vous nous direz,
française, une belle réussite puisqu'elle arrive à un stade maintenant industriel avec la première usine, on dit aussi Anto-raffinerie, vous allez nous expliquer ça, de production d'insectes pour le moment pour l'alimentation animale, peut-être demain pour l'alimentation humaine, ou en tout cas avec des produits aussi qui vont rentrer dans l'alimentation humaine, mais vous allez nous expliquer tout cela. Ah, la zapette. La zapette. Voilà, pardon. Bonjour à tous. Merci beaucoup Jean-Michel pour cette introduction sur les insectes. Je vais pouvoir poursuivre. Alors je vais surtout parler du Tenebrio molitor, qui est l'insecte que nous on utilise chez Insect, notre société. Je ne vais pas vraiment parler de la société, mais plutôt du mode d'élevage de manière générale et des enjeux liés aux élevages d'insectes. Évidemment, si vous avez des questions sur Insect avec un Y, la société, n'hésitez pas par la suite. Alors, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai l'habitude de commencer les conférences en montrant juste 2 chiffres, pas vraiment sur les pronostics de 9 milliards d'habitants, 2050, etc., mais surtout des chiffres un peu moins connus sur les ressources en protéines et sur la dépendance protéique. On estime qu'aujourd'hui, en 2025, nous allons avoir un déficit de 60 millions de tonnes de protéines. Donc pour vous donner un autre petit chiffre qui n'est pas inscrit sur la diapo, aujourd'hui on est dépendant à plus de 70% des protéines, c'est-à-dire qu'on importe nos protéines pour l'alimentation humaine et animale, principalement d'Amérique du Sud, vers l'Europe, sous forme de farine de soja, issue des terres amazoniennes principalement, et de la farine de poisson, donc du poisson qui est pêché au large du Chili et du Pérou, qui va être importé également en Europe, et notamment dans le nord de l'Europe, pour nourrir d'autres poissons, comme le saumon ou la truite en Norvège ou dans d'autres pays scandinaves. Un autre chiffre que j'aime bien aborder, puisqu'on parle de farine de poisson, c'est le déficit en ressources également. Depuis les 15 dernières années, on a perdu 2 millions de tonnes de farine de poisson en termes de ressources de volume annuel, et les prix ont été multipliés par 5. Alors là, il y en a certainement un dans la salle qui va me reprendre. Effectivement, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Les prix ont rechuté à nouveau, mais les prix fluctuent, il faut garder ça en tête, et beaucoup d'utilisateurs de farine de poisson sont très dépendants de cette fluctuation des prix de farine de poisson. Alors heureusement, il existe des solutions, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, et on en a parlé, et on va en reparler par la suite. On a les microalgues, donc c'est la 3e fois qu'on le nomme, mais on va en reparler tout de suite. On a les levures, les bactéries, et on a évidemment les insectes, et donc c'est pour ça que je suis là. Alors, une petite parenthèse sur la législation, je passe très vite puisque Jean-Michel nous en a fait un bel aperçu, mais je répète une 2e fois, donc depuis le 1er juillet 2017, on peut donner de la farine d'insectes aux poissons. Jusqu'à présent, c'était interdit. Ce qui semble un peu incohérent parce que dans la nature, une truite ou un saumon va se nourrir d'insectes et pas forcément de farine de soja. Il ne faut pas oublier que c'est un carnassier, le saumon. Voilà, la volaille, donc c'est pas encore autorisé. Pet food, donc chien, chat, ça c'est autorisé. Et novel food, donc ça c'est ce qui concerne l'autorisation pour l'alimentation humaine. Donc je rebondis pas dessus puisque Jean-Michel nous en a déjà bien parlé. Alors, tout simplement, pourquoi se lancer dans l'industrialisation, dans l'élevage d'insectes, dans l'élevage à grande échelle? J'ai l'habitude de répondre par ces trois arguments qui sont très simples. Aujourd'hui, donc, on a entre 600 000 et 800 000, c'est ça, espèces recensées d'insectes. Et quand on sait qu'aujourd'hui, on en utilise seulement 3-4 dans l'élevage, un peu plus, mais dans l'élevage un peu plus industrialisé, on imagine le potentiel qu'il peut y avoir derrière. Donc on est juste au début de l'étude de l'industrialisation, de l'élevage des insectes. Ensuite, les insectes peuvent valoriser tout un tas de biomasse. C'est-à-dire qu'on va pouvoir valoriser un ensemble de coproduits qui sont aujourd'hui non valorisés ou sous-valorisés. Pour le verre de farine, qui, je le rappelle, est l'insecte que nous utilisons aujourd'hui, on va utiliser uniquement un substrat sec qui sont des coproduits agricoles. Pour notre cas, par exemple, ça va être du son de blé. Mais si on veut s'implanter en Asie, on va utiliser la ressource locale et on va pouvoir utiliser un autre substrat sec qui est un coproduit agricole, comme la bagasse de canne à sucre, l'épluchure de manioc, et j'en passe. Et enfin, les insectes, ils sont dans notre vie quotidienne. Voilà, 2 milliards de personnes en mangent chaque jour, il ne faut pas l'oublier, c'est interdit en Europe. On a encore une vraie frontière culturelle vis-à-vis de l'alimentation avec les insectes.
Mais quand on va en Asie du Sud-Est ou au Mexique, bon, c'est absolument pas un problème culturel, tout le monde en mange. Et je l'ai dit tout à l'heure aussi, c'est aussi l'alimentation de nombreux animaux. 70% du régime alimentaire de la truite, ce sont des insectes. Alors, on a sélectionné chez Insect une variété, un certain nombre d'insectes, et on a terminé sur le Ténébrium molitor, le ver de farine, qu'on peut retrouver absolument partout en France, hein, dans un sac de farine. Il porte bien son nom, on peut le retrouver dans vos placards. Donc pourquoi on l'a choisi? Parce qu'il a un taux de conversion très intéressant, le fameux FCR, le Food Conversion Ratio, c'est-à-dire que j'apporte tant à manger et il va me donner tant en protéines. Il est plus performant que par exemple la mouche soldat noir. Donc j'apporte 2 au verre de farine et je vais obtenir 1 de viande, entre guillemets. J'apporte 2 d'aliments pour l'insecte et je obtiendrai 1. Pour la mouche soldat noir dont on a abordé tout à l'heure, il est plutôt de 1 pour 4, par exemple. Il a un très bon équilibre protéine-chitine, qui est la molécule qu'on retrouve dans la carapace des insectes et qu'on va aussi pouvoir valoriser dans tout un tas d'applications, en pharmaceutique, en cosmétique, en traitement de l'eau, même en impression 3D. On peut faire plein de choses avec les insectes. Et deux éléments qui peuvent sembler amusants, mais qui sont très importants. C'est un animal, un insecte qui est nocturne, donc on n'a pas besoin d'apporter de lumière, donc qui est moins coûteux en énergie, et surtout c'est un animal qui ne vole pas, contrairement à la mouche soldat noir. Donc imaginez un petit peu dans un procédé industriel sur du high-tech, avoir une usine où tous les insectes se mettent à voler, ça serait juste pas possible. Donc pour nous c'était très important que cet insecte ne vole pas. Bon voilà, je passe rapidement ce qu'on trouve dans la farine que l'on produit, 70% de protéines, 13% de graisse et très peu de cendres, ce qui est très important pour l'industrie agroalimentaire, tant pour l'alimentation animale que humaine. Donc on est à 3% sur le Ténébrium molitor. Alors je vais rapidement, non pas rapidement, je vais essayer de prendre au moins 3 minutes sur cet exemple-là parce que je pense que c'est important. On a fait un essai il y a 1 an et demi chez Insect avec le laboratoire Sparros au Portugal et on a essayé de montrer que revenir à une alimentation naturelle pour les poissons, ça avait du bon. Donc plutôt que de donner de la farine de poisson combinée à de la farine de soja aux truites, on a remplacé petit à petit, de 5% à 25%, cette farine par de la farine d'insectes. Alors, je vous épargne ces chiffres, hein, je ne vous imposerai pas de les lire, c'est juste pour vous montrer la première ligne. Donc je ne sais pas si on voit bien, c'est le contrôle. D'accord ? On a 25% de fish meal, la farine de poisson, et tout le reste, tout un tas d'autres ingrédients. Petit à petit, on a retiré la farine de poisson qu'on a remplacée par la farine d'insectes, de 5% par 5% jusqu'à Y25, qui est 0% de farine de poisson et 25% de farine d'insectes, tout le reste étant les autres ingrédients habituels. Et on a montré qu'au bout de 28 jours, déjà, on a une petite différence sur la croissance, sur le poids final sur le poids de la truite. Mais au bout de 60 puis 90 jours, on a une différence absolument énorme. Au bout de 90 jours, on a un gain de poids de 30% sur la truite. Donc imaginez pour le pisciculteur le bénéfice que ça peut faire. J'ai juste parlé de la croissance, mais on peut aussi parler de la santé. Donc il y a limitation d'usage d'antibiotiques, qui est un vrai fléau aujourd'hui dans l'aquaculture. On n'a aucune modification sur la qualité du filet, le poisson n'est pas plus gras. Donc voilà, simplement pour montrer, par une étude qui n'avait jamais été faite jusqu'à présent, que donner l'aliment naturel à un animal, c'est forcément bénéfique. Hop, ça j'avais prévu uniquement si j'avais encore un petit peu de temps. 3 minutes, bon alors je ferai en 3 minutes, très bien. Je n'ai pas parlé du process de Insect, donc la société. En quelques mots, je vous montre ça. C'est assez indigeste, mais je vais essayer de vous accompagner dans la lecture. C'est pour montrer qu'on s'inscrit vraiment dans une logique d'économie circulaire. On apporte un substrat, le coproduit, pour nourrir les insectes, et on va valoriser tous les sous-produits issus des insectes. Donc on a parlé beaucoup de la protéine, mais on a aussi la chitine, j'en ai touché un mot, on a aussi l'huile, on a aussi les frasses qui sont les déjections des insectes qui vont être valorisées en fertilisation organique, par exemple. Donc voilà, donc on nourrit feedstock les insectes pendant 100 jours. Au bout de 100 jours, juste avant que l'insecte se transforme en adulte, donc c'est la larve qu'on utilise, on va l'abattre, c'est un vrai abattage, on est dans un élevage animal, on va l'abattre et on va le transformer. On va séparer avec un process qu'on a breveté les différentes molécules intéressantes, protéines, huile et chitine, chitosane, et phrases qui sont collectées tout au long du process. Et on garde toujours 10% des adultes pour la reproduction, évidemment, puisqu'on est en circuit fermé.
On n'est pas dépendant d'autres élevages. Voilà. Donc on est dans une logique d'économie circulaire, voilà, très grossièrement pour vous montrer un petit peu le process de notre modèle. Voilà, je crois que j'ai respecté le temps. Merci beaucoup. Merci beaucoup, parce que comme ça laisse plus de place aux questions, et c'est aussi pour ça que vous venez. Moi, j'ai envie déjà de lancer des questions un petit peu techniques, puis peut-être des questions auxquelles vous ne pourrez pas répondre, mais je crois qu'elles se posent vraiment pour tout ce qui concerne ces alternatives, qui se veulent encore une fois des alternatives, vous l'avez dit, ici pour l'alimentation animale, aux farines de poisson. Si on parle de l'alimentation humaine, on est encore une fois dans des alternatives à la viande, par exemple, aux produits laitiers, etc. Il y a une question qui se pose, c'est celle de la rentabilité économique. Donc, est-ce qu'on a déjà une idée du prix du kilo de farine, puisque vous êtes au stade industriel maintenant, par rapport au kilo de farine de poisson? Oui, alors... Là, vous y allez directement sur les c'est la question que tout le monde se pose. Non, évidemment. Non, je ne peux pas parler du prix directement comme ça en public. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est compétitif. Quel est l'écart? Quel est l'ordre de grandeur? On est exactement dans le même ordre de grandeur que la farine de poisson. Ce qu'il faut regarder, c'est évidemment le résultat des tests qu'on a menés. On en a mené un sur la truite, mais on va poursuivre. Il faudra mener sur la volaille à l'avenir, par exemple, sur le saumon, sur le tilapia, sur le bass. Il y a plein d'autres espèces qui sont utilisées en aquaculture aujourd'hui. Donc il faut vraiment regarder les résultats des tests. Ce qui est important aussi, donc je vous ai montré le chiffre au tout début de ma présentation, il faut aussi savoir que par le procédé qu'on a, nous sommes extrêmement standardisés. On est sur la technologie 4.0, on pourra en reparler tout à l'heure, comme on dit. C'est-à-dire qu'on est sur un process entièrement automatisé. On contrôle absolument toutes les données, donc on a un produit qui est très stable. Donc on n'a pas d'effet de saisonnalité, contrairement à la farine de poisson. Évidemment, on dépend des ressources dans les océans, et on sait bien que ces ressources sont limitées. Donc c'est aussi pour ça que les prix fluctuent. Ça réduit aussi beaucoup le fait que tout soit automatisé, parce que la main-d'œuvre, sinon en général dans la production d'insectes, c'est ce qui revient le plus cher, il me semble. Oui. La production d'insectes existe depuis des siècles, mais de manière artisanale, comme on dit. On en trouve beaucoup en Thaïlande, à Taïwan, au Mexique aussi. Il y a beaucoup de main-d'œuvre. Ça reste encore dans des boîtes à œufs, par exemple. Bon, je ne parle pas de toutes les startups qu'on peut trouver en Europe, en Afrique du Sud, ou aux États-Unis ou au Canada. Mais oui, les productions d'insectes existent depuis très longtemps, mais nécessitent beaucoup de main-d'œuvre. Et une autre question délicate, c'est qu'il me semble que les élevages nécessitent aussi beaucoup d'énergie. Alors, vous avez dit que vous aviez choisi cette espèce parce qu'elle nécessitait moins d'énergie pour l'éclairage, mais qu'est-ce qu'il en est de la température? Parce qu'il me semble qu'il faut aussi les maintenir à un certain degré de température. Et la question plus globale qui se pose encore une fois pour toutes ces alternatives, c'est est-ce que vous êtes en train peut-être de faire aussi des analyses en cycle de vie, c'est-à-dire global? Parce que bien souvent, quand on voit présenter, que ce soit les algues, les insectes ou même la viande in vitro, on va avoir des chiffres sur les économies réalisées en termes d'eau, de surface cultivée ou de gaz à effet de serre, qui sont des chiffres qui sortent un petit peu d'un chapeau parfois. Donc on a besoin de vraies ACV indépendantes. Est-ce que vous êtes dans ces démarches-là? Alors, on a deux questions là, si je ne me trompe pas. La première, c'est sur l'énergie. Oui. C'est vrai, il faut, par exemple, pour le cas de la mouche soldat noire, avoir une température particulière. Il ne faut pas oublier que la mouche soldat noire, c'est un insecte tropical, contrairement au ver de farine. Le ver de farine, à l'inverse, on n'a pas besoin de chauffer les bâtiments. Ça non. Il y a d'autres paramètres à contrôler, mais sur notre modèle, c'est vraiment le ver de farine qui est le moins énergivore. Sur tout ce qui est cycle de vie, on a mené et on mène encore des nouvelles analyses de cycle de vie. Et ça nous semble vraiment très important parce qu'aujourd'hui, c'est, à mon sens, le seul outil qui peut montrer en quoi on est plus performant à produire des insectes plutôt qu'une autre espèce animale comme la volaille ou le porc, par exemple. Bon, il y a encore des biais parce que tout ne fait pas sens quand on compare certains éléments. Par exemple, aujourd'hui, nous, ce qui est intéressant, c'est de comparer l'impact de la farine, l'impact environnemental de la farine de poisson face à la farine d'insectes. Voilà. Par contre, on est sur un circuit ouvert, la farine de poisson, donc des poissons qui sont dans les océans, face à un circuit fermé qui est contrôlé pour les insectes et qui donc ne permettent pas vraiment de comparer complètement. Par exemple, sur la farine de poisson, on ne va pas prendre en compte l'impact sur la biodiversité. Alors que tout le monde sait que la pêche en haute mer pour produire la farine de poisson, ça a un impact important sur la biodiversité des fonds marins et des espèces de poissons.
Voilà. Donc effectivement, on fait une analyse de cycle de vie, on en a fait une, et on en fait à nouveau une beaucoup plus conséquente qui concerne notre nouvelle unité de production qu'on aura d'ici 1 an et demi. Voilà. Merci déjà de ces éclairages. Des questions, bien sûr, dans la salle. Ça m'aurait étonné qu'il n'y en ait pas. Si vous pouvez prendre le micro peut-être et le mettre vraiment bien devant vous et peut-être vous présenter. Anne Nassif, nutrition et endocrinologie. Voilà. Donc je voulais juste savoir s'il y avait une probabilité à ce qu'il y ait une mutation des insectes et qu'il y ait un impact sur l'ADN humain en consommation. Ouf. Alors moi je ne vais pas vous répondre directement évidemment, mais c'est une question qu'on prend au sérieux chez Insect. On a une équipe de nutritionnistes et de biologistes qui travaillent vraiment sur cette question, pas vraiment sur la question de mutation, mais surtout sur la question santé, en fait. Il peut y avoir, aujourd'hui, on n'a pas de maladie recensée en fait, sur l'élevage de Ténébrium molitor. Mais nous, chez Insect, on arrive sur un tel volume, on va avoir vraiment un cheptel, entre guillemets, très conséquent, et il faut étudier ça vraiment en amont. Donc on mène des tests, on fait tout pour contrôler, savoir en amont s'il y a un risque important de santé ou de mutation par exemple. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on suit de près et pour être honnête, malheureusement, je ne peux pas répondre oui ou non, est-ce qu'il y a un risque. Il y en a peut-être un, peut-être pas, mais on travaille sur le sujet, on cherche à contrôler ça, bien sûr. Et c'est autant pour le consommateur que pour nous. On n'a vraiment pas intérêt à ce qu'il y ait une mutation ou un parasite à l'avenir chez nous. Il y avait d'autres questions, oui, juste à côté. Sur les élevages de poissons, sur les élevages de poulets, les farines animales ont été réautorisées. Vous avez fait la comparaison des farines de poissons et des farines d'insectes. Y avait-il des farines animales? Non. Aujourd'hui, les analyses de cycle de vie qu'on a menées, c'est uniquement sur la farine de poisson, la farine de soja également, et la farine d'insectes. Voilà. Oui, alors on va passer à la table ronde suivante. Merci beaucoup à nos intervenants. Merci à vous tous. Merci beaucoup.